Alors je voudrais simplement dire quelques mots, quelques réflexions sur le fil directeur qui est choisi. Et puis, comme le titre de cette journée, le souffle d'octobre, donc partir quand même de là. C'est-à-dire, première réflexion qu'on peut faire, c'est ce qui rend cette journée, ces débats ici ou dans d'autres lieux intéressants, c'est qu'il y a quand même, on le voit bien, une relative discrétion dans la commémoration de la Révolution d'octobre. Il y a une sorte de paradoxe même qui s'explique parce que la Révolution d'octobre, évidemment comprise au sens large, il faudrait parler un peu de la longue Révolution d'octobre. C'est pas uniquement, évidemment, les mois d'octobre, mais toute cette séquence historique qui va de 1917 à 1921. C'est bon, parce que là, on est dans un ensemble. Donc, cette longue Révolution d'octobre reste une ligne de partage extrêmement importante dans l'histoire du XXe siècle. Pour le monde, pour l'Europe, pour les gauches, et ça reste un événement tout à fait fondamental, la Révolution et les mois et les quelques années qui ont suivi. Et en même temps, il y a un certain malaise à traiter, une certaine difficulté à traiter aujourd'hui de cette Révolution d'octobre. Et si on regarde rapidement, on aura l'occasion de l'approfondir, finalement, l'attitude des acteurs les plus concernés par la Révolution d'octobre. On voit qu'en Russie, c'est pas évident, donc parce que l'aspect révolutionnaire n'est pas très en faveur actuellement en Russie, et toutes les études, tous les articles montrent qu'à la limite, c'est plutôt par une partie de la population, c'est plutôt Staline qui est approuvé que Lénine. Donc on est dans un paradoxe en Russie qui est évident. Mais les acteurs aussi, les deux grands, les frères séparés en quelque sorte, on voit que les partis communistes aussi ont des difficultés à en parler, parce que la Révolution d'octobre, c'est aussi la violence, c'est le déni de la démocratie, et ça, aujourd'hui, où la plupart des partis communistes sont évidemment au contraire, se portent aux frontières, se veulent les plus démocratiques, même veulent une démocratie radicale, c'est pas évident de traiter ce qui est quand même un coup d'État fondamentalement. Mais aussi pour les socialistes, les sociodémocrates, ce n'est pas évident non plus parce qu'il y a un certain conformisme de pensée donc, dans les familles socialistes. Et dans le fond, l'idée un peu paresseuse d'avoir été du bon côté de l'histoire évite d'approfondir les choses. Et or, il y a quand même tout un ensemble de réflexions qui sont aujourd'hui encore utiles dans le débat politique. Donc voilà, nous on va essayer, comme je l'ai dit modestement, de prendre cet angle et d'essayer de revenir sur un certain conformisme de pensée et pour approfondir les faits sans commettre d'anachronisme, bien sûr. Alors, à partir de là, je voudrais dire quelques mots. Bien sûr, il faut se rappeler, et je vais aller directement à 1917 et puis aux interprétations socialistes, parce que Romain Ducolombier parlera de ça bien mieux que moi. Bon, il faut bien voir à présent à l'esprit que le mouvement socialiste européen était très hétérogène en 1914, était divisé, même s'il y avait une unité dans l'international un peu commune et que Jaurès était le camarade de Lénine, mais enfin, fondamentalement, il y a fait une hétérogénéité très forte. Et la guerre, évidemment, va amener deux phénomènes majeurs. Bon, elle révèle au grand jour la réalité des attachements nationaux, donc bien sûr, et puis surtout, elle remet en pleine actualité les choix majeurs qui avaient été débattus, mais qui n'avaient pas été pleinement tranchés
dans le mouvement socialiste avant 14. Le rôle de la violence, la place de la démocratie, le patriotisme, l'internationalisme, tout ceci, la guerre le met en pleine évidence. Et là, on reviendra tout de suite après moi sur ce qui sépare 1914 de 1917. Et si on va directement à 1917, avec les deux révolutions, on voit que la première révolution, celle de février, pour les socialistes occidentaux, elle est interprétée comme une révolution bourgeoise, pour l'essentiel. Mais il faut bien, donc avec satisfaction, mais avec le souci majeur de savoir si la Russie restera dans la guerre ou pas. Donc, et c'est ça qui préoccupe la plupart des dirigeants des partis socialistes à ce moment-là, dans la Première Guerre mondiale. Et donc, mais cette révolution bourgeoise, on le sait, ce n'est pas du tout ce que veut faire Lénine. Et si je parle de Lénine, c'est qu'il a imposé ses décisions, même à une direction du parti bolchevique qui était plutôt réticente à vouloir réclamer le pouvoir immédiatement. Donc, on connaît l'histoire. Pour Lénine, il fallait télescoper les deux révolutions, la révolution bourgeoise et la révolution prolétarienne, et donc il fallait forcer un peu les portes de l'histoire en réalisant une alliance entre le prolétariat et l'immense paysannerie russe. Et avec l'espoir, et je le dis parce que c'est pour ça que je reviens sur ce fait bien connu, et avec l'espoir que la révolution russe ne serait que les prémices d'une révolution occidentale, et avec l'attente évidemment que la révolution gagne le cœur du mouvement socialiste, et notamment, j'y reviendrai, et notamment l'Allemagne, qui était le pays clé dans le mouvement socialiste, et puis dans l'Europe telle qu'elle était. Donc on connaît l'histoire donc de ce point de vue, donc avec une situation évidemment qui s'installe de désintégration progressive des institutions russes, des situations de double pouvoir, les thèses d'avril de Lénine réclamant le pouvoir, faisant des propositions pour accentuer les antagonismes évidemment de la société, et puis ces mois dramatiques de la crise de juillet, quand le parti bolchevique est réprimé, Lénine est obligé de s'enfuir, mais le coup de force raté de Kornilov et de l'armée ramène le parti bolchevique donc en situation d'action dès l'été, et puis en septembre, dans ce vide de pouvoir qui était la Russie, donc c'est le coup d'État. On sait aujourd'hui évidemment que c'est pas une révolution massive, populaire, à la Eisenstein qui a eu lieu. C'est vraiment des institutions extrêmement faibles et qui ont cédé à une pression à la fois militaire, militante, mais que tout était à faire à partir d'octobre 1917. C'est ce qui fait la difficulté et c'est là-dessus évidemment que j'insisterai, c'est ce qui fait la difficulté de l'interprétation en Occident, pour les pays occidentaux, puis surtout pour les partis socialistes, notre objet d'étude, parce que cette révolution d'octobre, elle se fait au nom de tout le pouvoir soviétique. Et formellement, le Conseil des commissaires du peuple dépend des soviets. Et la réalité, évidemment, est différente, puisque c'est l'emprise du parti bolchevique. Et évidemment, les débats vont commencer tout de suite avec la dissolution de l'Assemblée constituante, là, qui est un choc dans les partis socialistes occidentaux, et puis en même temps, parce qu'il faut être dans cette histoire telle qu'elle se fait, le choix d'arrêter la guerre, c'est deux décisions majeures, la dissolution de l'Assemblée constituante et puis le choix d'arrêter la guerre, là, évidemment, provoque un débat majeur au sein des socialistes européens. Mais
il faut avoir, avant d'arriver au ce qui me paraît le cœur des interprétations des socialistes européens, il faut avoir présent à l'esprit que dans quel contexte précis ça se déroule en Europe. Parce qu'il y a la révolution donc en Russie, celle d'octobre, mais la situation peut paraître révolutionnaire par bien des aspects en Europe occidentale même. Et c'est là qu'il faut avoir cet événement majeur qui est la situation en Allemagne. Parce que, dans le fond, beaucoup de choses dépendaient de l'évolution à la fin de l'année, dans l'année 1918, début 1919, de la situation allemande, hein, et à la fois pour, bien entendu, pour le destin de l'Europe, mais encore plus pour le mouvement, les partis socialistes en Europe occidentale. Parce qu'en Allemagne, la situation tout au long à partir de la fin de la guerre, novembre 1918, et il y a des multiplications des commissions ouvrières, des paysans, et là, il va y avoir des choix majeurs qui sont faits par la majorité du Parti socialiste, parce que pour les sociodémocrates allemands, il y a le précédent de Kerensky, donc il faut voir, tout ça se joue chronologiquement. Donc déjà, évidemment, la révolution d'octobre est déjà une leçon de choses. Et en Allemagne, même si la crise allemande est profonde, hein, crise économique, crise politique, crise nationale, l'Allemagne n'est pas dans la situation, évidemment, de la Russie. Il n'y a pas une désintégration de l'ensemble des rapports, des institutions et des rapports sociaux. Et puis, le sentiment national joue un rôle majeur en Allemagne. Et donc, si bien que le choix qui va être fait et qui est fait par la majorité du SPD, Parti social-démocrate, c'est se dresser contre tentative de révolutionnaire de type bolchevique, et un prix extrêmement lourd, puisque ça suppose passer deux compromis majeurs, l'un avec l'armée, avec les éléments de l'armée impériale, donc, et puis le deuxième élément de compromis majeur, il est passé avec le grand patronat. Et c'est les accords que passent les syndicats avec le grand patronat. Et là, évidemment, ça déchire le mouvement socialiste dès la fin, dès le début 1919, et l'écrasement de la révolte spartakiste, début 1919, montre l'isolement de la gauche révolutionnaire de type bolchevique en Allemagne, avec le prix qui est l'éclatement de la gauche allemande, et qui est la prémisse de ce que sera l'éclatement de l'ensemble de la gauche européenne, avec un SPD majoritaire, mais un parti déjà qui s'était constitué avant. Il y avait une scission du SPD avant même 1918, l'USPD unitaire, et puis évidemment la constitution d'un parti bolchevique. Donc ce qui s'est passé en Allemagne est tout à fait majeur, parce que les choses se nouent dès la fin 18, début 1919. Alors ça ne met pas fin à l'agitation révolutionnaire, mais ça tue disons, la possibilité d'une révolution en Europe occidentale, parce que en 1919-1920, les vagues d'agitation se poursuivent en Europe, les grèves, les manifestations, les occupations d'usines en Italie, et même des soulèvements sporadiques en Allemagne, en Bavière, un très court moment, et puis la prise de pouvoir, là aussi momentanée, en Hongrie, par les communistes hongrois de Béla Kun. Donc cette vague, excusez-moi, ça tombe mal, c'est le rappel à l'ordre de Lénine qui n'est pas content, déjà ce qui se dit. Donc, mais bon, c'est pas grave, il aura l'occasion de rappeler, parce que ça ne sera pas content pour la suite. Donc on est dans cette situation, et si bien que l'échec de la révolution en Europe occidentale amène les dirigeants bolcheviques à considérer que la responsabilité est celle des vieux partis socialistes, on dirait aujourd'hui l'ancien monde, hein, des vieux partis socialistes qui ont fait échouer cette nécessité, cette perspective révolutionnaire dont Lénine attendait beaucoup, parce qu'il était tout à fait conscient de la situation particulière de la Russie. Et en mars 19, c'est évidemment le premier congrès de la Troisième
Troisième Internationale, mais qui est encore peu représentatif. Et puis la guerre civile bat son plein en 1919. Les bolcheviks n'ont pas encore gagné en mars 1919 la guerre civile. Par contre, le grand tournant, c'est évidemment à l'été 1920, le second congrès de l'Internationale. Là, les bolcheviks ont gagné. La guerre civile est en train de se terminer en leur faveur et le pouvoir soviétique s'installe. Et c'est là que se définissent les 21 conditions pour amener les scissions des partis socialistes traditionnels et qui éclaire la nature, évidemment, aussi du bolchevisme et du parti bolchevique. Il faut rappeler que c'est en 1919, donc quelques mois avant, que Lénine a écrit ce texte tout à fait important, le gauchisme, maladie infantile du communisme, dans lequel il condamne le spontanéisme et donc toute la perspective un peu qui avait été comprise comme ça du pouvoir aux soviets dans une partie du mouvement ouvrier. Et surtout dans cette brochure de 1919, Lénine avance l'idée que sa théorie est universellement applicable. Donc là, on rentre vraiment dans la création des partis communistes européens. C'est le temps des scissions et qui va s'étaler de l'été, de l'automne 1920 jusqu'à la fin de l'année 21. Scission politique et scission syndicale. Alors, mon dernier point, ça sera justement, il faut rappeler ce cadre, mais je crois que si nous sommes historiens, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a une importance de la chronologie, et donc il faut avoir dans la réflexion vraiment présent à l'esprit que les choses, surtout dans les grandes crises, ça se joue de mois en mois et parfois de semaine en semaine et de jour en jour, voire la crise Catalogne qui n'a rien à voir évidemment, mais on voit bien que les événements évoluent de jour en jour, hein, de ce point de vue-là. Donc il faut avoir, c'est pour ça que je voulais rappeler ce que vous connaissez ici, mais avoir ça, le cadre dans lequel se situent les interprétations socialistes. Et il faut bien voir, et là ça sera mon dernier point, que la révolution bolchevique avait une partie énigmatique pour le mouvement socialiste européen, d'où des différentes interprétations, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas qu'une seule interprétation socialiste ou social-démocrate de la révolution d'octobre. Alors, il y a un élément commun, et je vais parler de ces différences, il y a un élément commun qui est que tous, même avec des interprétations différentes, dans le fond, sont des défenseurs des libertés. Et le choc majeur a été, comme je le rappelais, la dissolution de la Constituante et qui a été le fossé qui s'est creusé entre les bolcheviks et les autres partis socialistes. Mais à part cela, il y a quand même des différences importantes. Et tout est dit dans un certain sens, de manière... et après, ça sera approfondi, j'y reviendrai. En février 1919, à la conférence de Berne des socialistes européens. Parce que là, deux blocs parmi les socialistes vont s'opposer dans cette conférence de Berne. C'est assez tôt, hein, février 1919, de ce point de vue. Il y a un premier bloc qui est mené par le Parti travailliste britannique, avec le Parti suédois, les droites socialistes européennes, les droites de la SFIO, les réformistes italiens de Turati, et qui se regroupent derrière une motion présentée par Branting, qui est le leader du Parti suédois. Et cette motion est très claire. Elle affirme qu'il y a un lien indissoluble entre la démocratie politique et le socialisme. Et donc la motion Branting dénie le qualificatif de socialiste à la révolution bolchevique. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, les historiens qui sont là et le savent, parce que dans ces années 19-20, il y a eu plusieurs missions qui sont parties dans la Russie bolchevique, et quand vous comparez le rapport de mission de la mission Frossard-Cachin et le rapport de mission du Parti travailliste, ils n'ont pas vu du tout la même chose, quoi. Pas du tout la même chose, donc de ce point de vue-là. Et dans ce premier bloc, donc on a un premier bloc qui a une interprétation claire et au nom de l'équivalence entre démocratie politique et socialisme. Et puis, mais vous avez un deuxième bloc de partis mené par le parti autrichien,
hein, les austro-marxismes, dont Otto Bauer est la figure majeure, et qui regroupe là un peu les gauches des partis socialistes. On retrouve la majorité de la SFIO, la majorité du Parti socialiste italien et d'autres, et là qui se regroupent derrière la motion de Friedrich Adler, qui est dirigeant du Parti socialiste autrichien, et de Jean Longuet, illustre socialiste dont on parlera abondamment tout à l'heure. Et là, cette motion ne dit pas la même chose, évidemment. Elle dit que elle refuse d'identifier la démocratie politique à la démocratie parlementaire. Donc alors que pour les travaillistes et les autres, c'est la démocratie représentative et décisive. Et donc la motion Adler-Longuet refuse de juger l'Union soviétique dans son état présent. Et elle maintient qu'il y a une communauté d'objectifs entre les socialistes et les communistes, alors que dans la motion Branting, ceci est dénié. Et donc, et puis, bien sûr, il y a dans cette motion Adler-Longuet, il y a l'idée qu'il faut défendre la révolution bolchevique qui est attaquée par la bourgeoisie. Donc, et par l'impérialisme, etc. Donc on voit bien que le mouvement socialiste se fracture en deux visions extrêmement opposées au sein même de ce qui est encore l'internationale socialiste. Et c'est là qu'il faut comprendre que le modèle bolchevique représente un paradoxe pour la plupart des socialistes, notamment les socialistes continentaux, parce que les travaillistes ont une influence beaucoup moindre par rapport au marxisme, tandis que les socialistes continentaux, oui. Et parce que la critique majeure qui va être faite du bolchevisme va être faite au nom du marxisme, on l'a oublié, mais au nom du marxisme de la Seconde Internationale, au nom du marxisme qui est celui de Marx, de l'évolution des rapports sociaux, des forces économiques. Et donc ce qui choque dans la plupart des socialistes donc fidèles au marxisme de la Seconde Internationale, c'est le volontarisme de Lénine. Et donc cette idée d'avoir forcé, comme je disais tout à l'heure, les portes de l'histoire, et vous vous rappelez sans doute, et c'était pas simplement l'interprétation des socialistes, cet article célèbre du jeune Antonio Gramsci, dès 1917, au moment de la Révolution d'octobre, où Gramsci avait écrit « c'est la révolution contre le capital ». Et parce que pour la plupart des socialistes, il fallait respecter l'évolution historique. Et donc, dans le fond, Lénine avait amené une révolution dans une situation immature pour le socialisme. Et c'est la critique fondamentale qui est faite. Et elle est d'autant plus faite que les socialistes européens, notamment les dirigeants socialistes européens dans la plupart des partis, ont des liens très forts avec les mencheviks. Or, les mencheviks arrivent en exil, par vagues, ceux qui ont survécu, évidemment, mais arrivent en exil par vagues successives. Et eux, ils parlent russe, et donc ils vont être les médiateurs de l'interprétation de la révolution bolchevique auprès des dirigeants socialistes. Et c'est très clair, par exemple, dans la confection du discours de Léon Blum à Tours, où les amis mencheviks ont quand même largement contribué à l'analyse. Et il y a deux points qui me paraissent intéressants, parce que, comme je le disais, dans un sens, tout est dit à Berne dès février 1919, mais les choses vont s'approfondir. Et pour le faire, je prendrai ces deux pôles d'interprétation avec les deux personnalités éminentes du socialisme européen, le vieux Karl Kautsky et puis Otto Bauer, qui représentent ces deux polarités. Or, Kautsky, bon, c'était, comme on disait, le pape de la Seconde Internationale, hein, le grand théoricien de la Seconde Internationale, et il va publier 3 livres dans cette période. Hein, un dit 1918, Dictature du prolétariat, un en 1919, Terrorisme et communisme, et un en 1922, la révolution prolétarienne et son programme.
et sans compter les innombrables articles de Kautsky. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a les deux idées, enfin deux types d'argumentation qui sont utilisés par Kautsky et il interprète le régime bolchevique comme une perversion du socialisme. Parce qu'il n'a pas, dans le fond, respecté les lois de l'évolution économique et qui n'a pas donc respecté les conditions qui auraient permis l'émergence d'un véritable socialisme en Russie. Et c'est Kautsky qui est l'auteur de la formule que reprendra Léon Blum dans son discours de 1920. Kautsky dit qu'à partir de ce moment-là, la dictature du prolétariat se transformera en dictature sur le prolétariat. Phrase qu'on retrouvera in extenso dans le discours de Léon Blum à Tours. Et donc ça, c'est la première idée force. Donc le volontarisme politique à ce niveau amène nécessairement l'autoritarisme et cet autoritarisme sera durable. Mais il n'y a pas que... Mais Kautsky va plus loin dans son analyse, notamment dans le livre important, Terrorisme et communisme, et le dernier, La révolution prolétarienne et son programme. Parce que Kautsky en tire l'idée, et qui était moins clair en 1914, parce que le problème que pose pour les socialistes la révolution bolchevique, c'est le rôle de la violence en histoire. C'est ça qui est fondamental. Et donc, Kautsky en tire l'idée qu'il faut purger le socialisme de la violence, car la démocratie politique est le seul indicateur qui permette d'apprécier la maturité d'un pays pour le socialisme. On retrouve des idées qu'il y avait chez Jaurès dans le débat. C'est pour ça que les débats, évidemment, pas une coupure, ça se poursuit de ce qui s'était dit avant 1914. Et donc, c'est cette idée évidemment, est importante parce que ça l'amène à condamner la formule qu'utilise Lénine, reprise de Saint-Just pendant la Révolution française. Vous connaissez la formule de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et Lénine disait pas de démocratie pour les ennemis du peuple. Bon, c'est la même idée de ce point de vue. Or, Kautsky, à ce moment-là, dit que cette formule est évidemment éminemment pernicieuse, car qui va déterminer qui est l'ennemi du peuple ? Qui détermine qui est l'ennemi du peuple quand les situations sont changeantes? Donc on rentre là dans le domaine de l'arbitraire et il faut bien voir que pour tous les théoriciens socialistes, pour tous les intellectuels socialistes, la révolution bolchevique est adossée à une réflexion sur la révolution française. Ce point de vue-là qui est très proche. On est début du XXe siècle. La révolution française, c'est pas du tout un continent oublié, loin de là. Et donc, c'est l'idée que la Révolution dévore ses propres enfants, et ils ont l'exemple de la Révolution française. Et c'est intéressant de voir Kautsky, qui part, dans le fond, d'une critique au nom de l'économisme, au nom de l'économisme marxiste de la Seconde Guerre nationale, et il en arrive, dans le fond, à assigner, à défendre une conception de la politique qui est irréductible aux principes bolcheviques. Et c'est pour ça que Lénine, qui polémiquera, parce qu'évidemment Lénine connaît l'importance de Kautsky dans la pensée socialiste, Lénine dira que Kautsky est un vulgaire libéral, donc de ce point de vue-là, parce qu'il méconnaît, et on voit bien la profondeur de la différence, parce que ce débat théorique est tout à fait éclairant, parce que Kautsky fait passer la démocratie politique avant le clivage majeur, qui est le clivage exploiteur-exploité. Et pour Lénine, c'est ça qui est fondamental. La démocratie politique, c'est en fond une superstructure et ce n'est pas important. Donc on voit que l'approfondissement de cette réflexion socialiste est tout à fait significative et dès le début, c'est-à-dire là nous sommes vraiment en 1918, 1919, 1920 et il y a quand même une interprétation assez riche de la révolution bolchevique et avec les points fondamentaux du débat doctrinal tel qu'il ne cessera de se développer dans l'entre-deux-guerres, après la Seconde Guerre mondiale, encore dans les années 70-80, et peut-être même que ce débat reviendra
aujourd'hui. Donc, parce qu'il y a une certaine façon de parler de la violence en histoire et de relativiser la démocratie, qui est un débat qui reste d'actualité et qui est un débat fondamental. Alors, celui qui s'oppose vraiment à Kautsky dans le monde socialiste, bien entendu, parce que Lénine a répondu à Kautsky, le renégat Kautsky, donc le vulgaire libéral. Donc, déjà, mais celui qui s'oppose dans le monde socialiste, c'est vraiment Otto Bauer, de ce point de vue-là, et qui est aussi un marxiste savant, tout aussi savant que Kautsky. Et lui, il approfondit la position de Berne de février 1919 en disant que, dans le fond, ce qui se passe en Russie, c'est une forme possible du socialisme, mais qui n'est pas du tout adaptée à l'Europe occidentale. Donc c'est un peu l'argument des circonstances, qui avait déjà été utilisé dans les débats sur la Révolution française. Parce qu'en Europe occidentale, ce dont il est question, c'est d'élargir la démocratie politique vers la démocratie économique et la démocratie sociale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, c'est pour ça le cœur, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est le cœur des interprétations, parce que si Otto Bauer défend cette position, c'est parce qu'il y a une autre théorie de la violence en histoire qui n'est pas celle de Kautsky. Kautsky dit qu'il faut purger définitivement le mouvement socialiste de la notion de violence, et Otto Bauer, on le sait, a une autre conception, c'est la théorie de la violence défensive, et qui, hélas, sera mise en application en 1934 en Autriche avec les drames que l'on connaît. Mais pour Bauer, le prolétariat organisé, les partis et les syndicats, ne doivent pas prendre l'initiative de la violence, mais ils doivent répondre si la bourgeoisie attaque le mouvement ouvrier. Et donc, théorie de la violence défensive. Et on voit que c'est à cause de ces deux conceptions du rôle de la violence qu'on a finalement les deux logiques d'interprétation qui sont à l'œuvre dans le mouvement socialiste. Et pour Bauer, c'est un peu, et on retrouvera cette pensée dans les décennies suivantes, encore dans les années 60, 50, 60, c'est que le jour où en Russie, en bolchevique, il y aura une véritable industrialisation, une véritable classe ouvrière, eh bien, la démocratie politique pourra alors sortir de cette situation et mettre fin à cette période d'autoritarisme et de despotisme. Donc voilà, je conclus sur ces aspects. Voilà les deux pôles de la pensée du mouvement socialiste vis-à-vis de la révolution bolchevique. Et tous les socialistes ont oscillé, dans le fond, entre ces deux interprétations pendant toute l'entre-deux-guerres. Et on retrouve ces débats récurrents pendant toute l'entre-deux-guerres. Et encore en 1928-1929, Kautsky, à propos, il y a deux congrès du Parti socialiste français, la SFIO, et Kautsky polémique avec la SFIO en lui reprochant de penser qu'il y a une identité de but entre le communisme et le socialisme. Et donc, Otto Bauer répond à Kautsky, à propos, c'était le débat, etc., en disant que Kautsky est victime du fétichisme démocratique. Et Kautsky répond à Otto Bauer que lui, il est victime du fétichisme économique. Donc on voit le débat se poursuit, et j'achèverai en rappelant, mais là ça échappe évidemment à ces années 1917-1921, qu'il y aura une troisième interprétation dans le socialisme européen qui va se faire jour, mais à la fin des années 30, notamment un peu oubliée, notamment de la part de Rudolf Hilferding, qui est un grand marxiste aussi, mais marxiste de la Seconde Internationale, et qui est en exil en France, mais en 38-39, esquisse une autre interprétation qui n'est pas celle de Kautsky ni celle de Bauer, et il avance la notion de totalitarisme, donc qui sera reprise plus tard, en oubliant un peu l'apport d'Hilferding, et en disant que, dans le fond, en Russie, c'est l'État
qui commande non seulement à l'économie, mais qui commande à la société. Et donc cette notion de totalitarisme apparaît donc dans la pensée socialiste, mais trop tardivement, 1938, 1939. Donc on voit, et je termine vraiment là, avant qu'on me le demande, mais comme c'est moi qui le demande, donc c'est une tolérance. donc on voit que dans le fond cette pensée socialiste est beaucoup plus riche qu'on ne l'a dit. Et notamment, j'avais toujours été étonné à la lecture du livre de François Furet, Passer d'une illusion, qui lui passait vraiment quasiment sous silence toute cette pensée de la révolution bolchevique et du communisme dans le mouvement socialiste européen. On voit aussi, et évidemment ça nous intéresse directement, on en parlera cet après-midi, on voit que Léon Blum, le discours de Léon Blum n'est pas quelque chose qui est spécifique, qui est que français, qu'il y a un débat du socialisme européen et que Léon Blum s'inscrit dans ce débat. Et donc il est un des dirigeants, et l'originalité du discours de Léon Blum, on le voit qui n'est dans le fond pas entièrement Kautsky, pas entièrement Bauer, hein. Et l'originalité du discours de Léon Blum, quand on lit les textes de Kautsky ou de Bauer, c'est d'insister particulièrement sur la nature du parti, alors que la réflexion de Kautsky ou de Bauer est plus globale, et Léon Blum là touche quelque chose qui est vraiment très important, et c'est sans doute par l'influence de Lucien Hère, des amis mencheviks, etc., qu'il a pu mener cette réflexion. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, et ça justifie pleinement, je crois, le choix de ce colloque, d'essayer de lire la révolution bolchevique à travers les yeux des socialistes, dont on voit que les interprétations sont quand même diverses et posent des questions fondamentales. Et ça nous permet évidemment aussi de réfléchir sur la révolution bolchevique. Voilà, donc je termine et je passe tout de suite la parole à Monsieur du Colombier.